Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la piste, l'émission Escrime de France où nous allons à la rencontre des différents acteurs du monde de l'escrime. Je suis Jean-Christian Leroy, votre hôte le temps de l'émission, et pour ce nouvel épisode, je me suis rendu en février, à quelques jours des championnats d'Europe d'escrime fauteuil, au Levallois Sporting Club pour y rencontrer Robert Citerne, l'athlète qui valait non pas 3 milliards, mais bel et bien 11 médailles paralympiques. Alors si cette émission vous plaît, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et en parler autour de vous pour la faire connaître. Sans plus attendre, je vous propose de nous brancher sur la piste avec Robert Citerne. Alors bonjour, ici Robert Citerne, sportif de haut niveau escrime fauteuil, plus de 40 ans de carrière, 8 Jeux paralympiques, 11 médailles donc 6 en or. Après je ne compte pas les mondes, les Europes parce qu'il y en a beaucoup trop, hein, il n'y a pas de place. Je suis aussi le directeur sportif événementiel du Levallois Sporting Club, donc on gère 32 disciplines, 17 000 adhérents, beaucoup de sections emblématiques, hein, l'escrime, la boxe, le judo aussi, et beaucoup d'autres sections. Je suis aussi, on m'appelle le couteau suisse, si vous voulez, le Levallois Sporting Club. Je gère un peu tout en fait, hein. Je gère les photocopieurs, je gère la téléphonie, je gère enfin un peu tout, quoi, n'importe quoi. En fait, je dis oui, tout est possible. Et on a la boutique du Levallois Sporting Club où on vend les produits dérivés, donc du coq sportif avec notre logo, des goodies et plein de choses comme ça. Et c'est super sympa parce que c'est très beau, le coq sportif. 32 sections du coup à Levallois. Oui. Enfin, en même temps 17 000 licenciés. En fait, c'est le plus gros omnisport de France, ouais. Et même en handisport. On a vérifié, oui, en handisport. Alors, tout confondu, on a quand même 3 disciplines handi. Ouais. On a le tennis de table, avec Thomas Bouvet qui est bronze au championnat de Jeux paralympiques de Tokyo. Il y a Jason Gandhi qui, lui, est au judo. Et à l'escrime, tu as 3 athlètes. Clémence Delavoye-Pierre, qui est jeune. Lucas Platania, qui est jeune. Et Robert Citerne. Qui est vieux. Mais c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête. Le corps, ça va. Ah voilà, exactement. De toute façon, un vrai sportif de haut niveau n'a peur de rien. Il avance et terminé. Vous savez, moi, dans ma vie, je cloisonne. Hein. J'ai 4 métiers. En fait, je suis élu à la Garenne-Colombe en tant que délégué à l'handicap. J'ai une vie de famille, bien sûr. J'ai une vie professionnelle et j'ai une sportive. Et en fait, ce qui me rend fort, c'est que je ne mélange pas le tout. Quand je suis au sport, je suis au sport. Quand je suis à mon boulot, je suis au boulot, vie de famille et tout. Et je ne déborde pas. Parce que déborder, déjà, c'est parasiter. Difficile. Oh, j'ai un problème avec mon boulot, j'ai un problème avec ma femme, machin. Donc, c'est un peu difficile. Et quand j'écoute les gens, j'essaye de ne pas être parasité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, j'ai un problème, là, tu comprends, c'est difficile. Le lendemain matin, c'est encore le même problème. Vous voyez, on essaye. Et c'est là où on voit quelqu'un qui est bien dans sa tête. C'est de faire comprendre à la personne qui est en face, je comprends, c'est difficile. Mais par contre, moi, j'ai mes problèmes de mon côté, donc je vais l'écouter 1 fois, 2 fois, puis après, je vais lui dire, bon, mais écoute, maintenant, ça suffit, il faut lui dire. Dire que c'est pas que je veux pas t'aider, mais j'ai mes propres problèmes, et c'est compliqué de prendre les problèmes des uns et tes problèmes à toi, et puis ça se mélange et ça se pareil. On le voit directement, là, sur l'équipe de France d'escrime en e-sport, il y a beaucoup de parasitage parce que tout le monde voudrait être sélectionné, donc il y a des petits trucs un petit peu difficiles. Mais moi, j'ai vécu 8 sélections au jeu et 17 sélections aux Europe et puis tout ça. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on arrive à 1 an des Jeux, c'est compliqué de dire que tout le monde veut le Graal. Déjà, veut être sélectionné et après voir le Graal. Mais ma pauvre Lucette, c'est compliqué. C'est pas, si c'était la compète de ton quartier, je comprends bien que les Jeux, ce serait facile. Mais c'est pas la compète. Et en plus, il y a les étrangers, il y a les Chinois, il y a tous ces gens qui sont autour, qui font aussi les points et qui mixent tout. Et à cause d'un mec qui va passer devant, tu vas pas être sélectionné. Toi, il y a à 2-3 points. Donc c'est stressant, c'est excitant. Moi, je trouve ça excitant, les sélections. J'ai été viré quand même 3 fois, 2 fois, une fois championnat du monde, une fois championnat d'Europe. Donc ils n'ont pas fait de médaille par équipe parce que j'étais le cadre de l'équipe à l'époque. D'ailleurs 2016, médaille d'or, toujours moi dans l'équipe et de nouveau. Enfin il y avait Romanov qui est de Bordeaux et Yannick Ifebe qui est de Paris. Et on a fait notre médaille d'or en 2016. Alors grâce à l'équipe, hein, bien sûr, au coach et tout ça. Mais avec le vieux en fait, comme il disait, la papy, il est là. Mais en fait le problème c'est que
quand j'étais jeune, on m'a déclaré un don. C'est-à-dire qu'à 2 mois d'escrime, j'étais aux Invalides. Donc dans les Invalides, il y a le beau tombeau de Napoléon et vous avez une contre-allée où vous avez tout un système de sport pour les blessés de guerre à l'époque. Maintenant, c'est mixte, hein, il y a les blessés de guerre, il y a les gueules cassées, choses comme ça. Mais il y a quand même du tir aux armes à 10 mètres dans les Invalides. Il y a du tennis de table, de l'haltérophilie, de la musculation. Il y avait du vélo, il y avait de la natation, choses comme ça. Donc ils ont un peu lacté. Il y a quand même pratiquement 400 adhérents dans cette petite structure. Et c'est là où j'ai fait mes armes. J'ai commencé 2 mois après d'être en convalescence à Grenoble. Je suis descendu, il y avait un challenge international. Et je bats le cadre de l'époque qui s'appelle toujours, je l'espère, parce que j'ai plus de nouvelles de lui depuis très très longtemps, Arthur Bellance. Et je fais une médaille de bronze. Et là, il y a le coach qui dit, il y a 2 mois d'escrime, tu as un don. Donc il y en a un par siècle et c'est toi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, donc tu as un don. Donc on va te prendre dans notre équipe. Et pendant 1 an, 20 minutes de leçon. Allez, fais 100 coups droits, sans dégager. En fait, j'étais un TGV après. D'ailleurs, à Séoul, on m'a appelé le TGV. Le TGV. Parce que les gens n'avaient pas le temps de tirer, de toucher. De tirer, en garde pré-aller, ils étaient déjà touchés. D'accord. Et il y a une petite anecdote. Sur une compétition, il y a un Allemand, je lui ai mis 5-0 en 0 secondes. Et le mec, même pas le chrono. Même pas le chrono. Il n'a pas eu le temps de déclencher. Il est venu me voir, il dit, j'ai même pas eu le temps de déclencher ton chrono. J'ai dit, je suis désolé, enfin voilà, c'est pas... Épée ou fleuret du coup là-dessus? Épée. À l'épée? Fleuret, j'ai fait les 3 armes, hein. J'ai fait fleuret, épée, sabre. Le fleuret, j'ai quand même fait 2 médailles de bronze au jeu en 96-2000. Moi, ça me cassait un peu les bonbons, le fleuret. Et vous avez un grand maître d'armes qui s'appelle Bauer, Christian Bauer, à l'époque qui était à Clichy, et qui me voit tirer au fleuret, il dit, mais toi, tu es un sabreur, tu n'es pas un fleurettiste, laisse tomber le fleuret, fais le sabre. Et en fait, le sabre, je l'ai commencé en 2005. Parce que 2004, j'étais à Athènes, comme j'avais fait comme un con, une médaille de bronze à Sydney, il m'a dit, bah non, tu continues. Après, j'ai fait quand même vice-champion d'Europe au fleuret, bon voilà, donc il avait raison. Et 2004, la petite histoire, c'est qu'on était en poule, et j'en ai marre, j'étais saturé du fleuret. Et en fait, je me fais battre par le moins fort de l'équipe, de la poule. Et là, j'étais un dieu grec. Parce que je me suis fait battre par un grec. Robert Stern s'est fait battre. J'étais à 5-3, un truc comme ça en poule. Donc alors là, j'étais le dieu grec. Toutes les filles étaient là, tout le monde était là, c'était la fête. On a été invités partout. C'était un truc de malade. Alors j'ai dit, si c'est ça, moi je fais tout le temps ça. Hein. Non, je plaisante. Et après, j'ai fait du sabre. Donc j'ai fait champion de France au sabre. Enfin, j'ai fait des trucs. En fait, moi, j'ai le don et le don reste. Vous voyez, par exemple, j'étais opéré de l'épaule en mars 2023. Du coup, de l'épaule avec laquelle tu tires. Ouais, voilà. Que tu es gaucher. Donc j'ai eu le biceps troué, j'ai eu le tendon qui est sorti de l'autre côté, et j'ai eu l'os, pas la gouttière, je sais pas comment ça s'appelle, l'os de l'épaule qui était cassé. Et j'ai vu le chien, parce que j'en ai vu 4, ce 4 au secours. Quoi. Donc le dernier que je vois, c'est l'hôpital américain, il me dit, je dis, bah là, moi, juillet, je veux tirer. Mars, avril, mai, juin, 3 mois. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. Et en fait, il m'a opéré. D'accord. L'opération m'a coûté 4 bras. Mais en juillet. Mais t'en as récupéré un. J'en ai récupéré un. Et là, plus ça va, mieux c'est. D'accord. Donc en fait, je me suis retrouvé une nouvelle jeunesse avec mon bras. Ok. Et ça, c'est important, hein, c'est important. Et en fait, s'écouter la santé, c'est important quand tu es sportif de haut niveau. Parce que tu dis, oh ben non, mais j'ai pas grand-chose et tout. L'ostéo, par exemple, c'est hyper important. Moi, j'y vais toutes les semaines, je suis bloqué. Parce que je m'entraîne, parce que j'ai mon métier, j'ai ma vie. Et on s'est rendu compte, alors de moins en moins, parce que les fauteuils ont évolué, les fauteuils d'escrime ont évolué. Par exemple, il n'y a plus les potences de chaque côté. Donc on peut se tourner comme ça, comme les valides. Maintenant. Avant, c'était comme ça, mais on se tournait comme ça. Oui, ok. Donc on était complètement bloqué. Oui, ça te bousille le dos. Ça te bousillait. En plus, ça me faisait mal aux ischios là. Et là, j'ai plus mal là. Depuis que j'ai nouveau fauteuil, j'ai plus mal. En fait, on se rend compte que notre fauteuil, c'est les jambes des valides. Si le fauteuil n'est pas impeccable, alors, il ne sera jamais impeccable, il y aura toujours un petit degré où ça n'ira pas. Mais s'il n'est pas impeccable, la performance n'est plus. D'accord. Voilà, c'est important. Et l'ostéo est très important. La kiné, l'ostéo, la cryo, le bien-être. Parce que moi, j'ai du bien-être toutes les semaines. J'ai 2 heures de massage, 1 heure de massage crânien. J'ai de l'ostéo. Et le problème, et c'est important de se faire ça parce que... Tout ça rentre dans ta préparation. En oui. fait. Ah oui, d'accord. Oui, mais en fait, moi j'ai 63 ans. Donc si en plus je dis, bon non, je ne fais pas de préparation, je ne fais rien, je ne me masse pas ni rien, ça n'ira pas. Tu vois, ça va bloquer. Donc ça, c'est important de dire que le bien-être est important, il faut s'entraîner, mais s'entraîner à petite dose, pas haute dose. Il y en a qui s'entraînent tous les jours, ça ne sert strictement à rien. Il y a des gens qui font de la prépa tous les jours. Il faut savoir, voilà. La récupération est une partie importante. La récupération est importante, l'entraînement est important, il faut savoir le gérer correctement. Par exemple, il ne faut pas
lundi, mardi, mercredi on tire, jeudi je prends l'ostéo, puis vendredi je vais tirer. Ça c'est la connerie, ça n'existe pas. Moi tous les lundis je fais l'ostéo. Tous les lundis, et après toute la semaine je peux partir. Et tous les lundis ça recommence, sauf quand je suis en compète. Il y en a qui peuvent le faire vendredi, parce qu'en fait un ostéo c'est 2 à 3 jours. Oui. Pour que le corps se repose. Tu peux pas. Alors moi des fois j'étais le lendemain, toi t'es taré. Et en fait avec un maître d'armes aux Invalides à l'époque, qui s'appelle Jérôme Wester, et on dit c'est bizarre, la semaine dernière tu étais super plus. Je dis ouais parce que j'ai vu l'ostéo. Bah écoute ce qu'on va faire, tu vas voir ton ostéo, tu vas faire tes trucs et on va faire l'essai. Et en fait je gagnais 3-4 cm. Ouais. Parce qu'en fait je faisais ça. Et avant, je faisais ça parce que en fait, le corps, il s'en fout. Ouais. Lui, il va t'équilibrer. Il va dire, bah tiens, il a mal là, je vais le rééquilibrer là, comme ça. Mais en fait, quand tu crois à y aller, mais tu es bloqué. Puis bon, mais à un moment, tu vas comme ça. Donc l'ostéo est très important. L'ostéo, la kiné, tout ce bien-être qui existe maintenant, parce que moi, j'aurais 20 ans là, mais je serais le meilleur au monde. Hein. Je serais une tuerie. Là, parce que j'ai vécu 2 ans avec 2 tendinites. Parce qu'à l'époque, on était des bourrins à l'époque. Hein. Nous, quand les stages, on les faisait à Reims, au Crêpes de Reims, on commençait le samedi, on repartait le dimanche suivant. D'accord. Oui, donc c'était ça. Et on avait une demi-journée le mercredi. En fait, du coup, ce que tu dis là, c'est que avec l'évolution des technologies liées au fauteuil et aussi l'évolution peut-être des mentalités et des pratiques liées à la préparation, effectivement, ta carrière serait encore différente. Je serais encore plus fort. D'accord. Je serais encore plus fort. Mais la difficulté, c'est que, alors, maintenant, les athlètes comme Bardeux, ils se mettent en fauteuil avec nous. Là, maintenant, on s'entraîne tous les mercredis soirs. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en fauteuil avec nous pour tirer. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même du très haut niveau et ça permet d'avoir un échange un peu sympa. Ouais. Et puis, plus en font, plus son casque bonbon. Casse-couille. Plus son casse bonbon parce que ils comprennent les maniements, reculer, avancer. Ouais. En fait, c'est comme le valide. Hein. Vous avez les fentes avant et fentes arrière. Là, vous reculez comme ça, vous avancez comme ça. Donc, c'est le tronc qui nous permet d'avancer ou reculer. Donc, c'est intéressant. J'en ai fait un petit peu quand j'ai passé un CQP escrime. En fait, j'étais blessé au genou. Donc, du coup, dans ce CQP, il y avait un handi qui faisait de l'escrime fauteuil qui était là. En fait, on en a profité. Donc, à chaque fois, il ramenait ses fauteuils et j'ai fait beaucoup d'épées en escrime fauteuil. Je suis sabreur. Mon pauvre. Donc non seulement l'escrime fauteuil plus l'épée, qui est une arme que j'aime pas trop à la base. C'était intéressant. Et vous savez que Laura Flessel, quand elle était enceinte, elle a fait du fauteuil. Pour pouvoir tirer. Bien sûr. Et du coup, ça favorise aussi un gros travail de bras, de pointe et tout. Enfin, l'avantage, c'est qu'on a plus de pointes, parce que vraiment, il faut travailler avec la pointe intelligemment. Et puis comme dirait Barrois, il faut scier. Nous, on fait souvent des trucs. Non, il faut être là et scier. Nous, on fait, Quand on parle de Barrois, on parle donc de Sébastien Barrois, qui est sélectionneur. Alors, qui est head coach, et qui est en fait à la Fédération e-sport, qui est le sélectionneur, mais avec l'équipe. Hein, c'est une équipe. Les sélections, c'est tous les maîtres d'armes qui sélectionnent en même temps. Et c'est notre maître d'armes de Levallois. D'accord. Ah oui, d'accord. Il est maître d'armes ici. Donc tous les mercredis, on le voit. Et en fait, comme il a fait du valide, donc il a entraîné quand même le Borel, le Ardennais, le Grumier et tout ça. Et il dit c'est aussi compliqué assis que debout. Parce qu'assis, on se fracasse pas mal aussi. Puis nous, quand on tire, c'est comme un peu Borel. Quand on tire, on y va à fond les gamelles. C'est pas je vais juste te faire toucher. Poum, on y va. Non, j'ai quelques souvenirs, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est aussi intéressant debout à Cassis. Mais vous savez, Barrois, je le connais, il avait 16 ans. Hein. Je l'ai connu à Reims, à 16 ans. D'accord. Donc on faisait des bringues ensemble, et tout, on s'éclatait. Tu sais que normalement, je vais l'avoir aussi en interview à un moment. On s'est perdu de vue. Il était à l'INSEP, mais en fait, l'INSEP, c'est un cocon fermé, donc on ne peut rien faire. On peut pas. Moi, je dis, quand tu es à l'INSEP, on va y aller, on va faire des piles de temps en temps. Je ne l'ai pas, mais non, c'est pas possible, tout ça. Et ce qui est marrant, maintenant, on le revoit en handisport. C'est toujours, il y a un passage donné l'INSEP, puis après, il change de voie. Et c'est très intéressant parce qu'on a une expertise d'un maître d'armes qui a été chez les valides, à haut niveau. Il a fait quand même les Jeux, il a quand même gagné pas mal de médailles. Et là, maintenant, il est du côté handi et il dit handi, c'est aussi marrant que le valide. Enfin, vous êtes aussi casse-couille que les valides, vous avez les mêmes problématiques. Parce que tu es en fauteuil ou que tu es handicapé, que tu n'as pas les problématiques des valides. Et ça, c'est intéressant.
Alors, bon, on m'avait prévenu hein, quand j'ai expliqué un petit peu c'est pas le schéma, mais le plan de l'émission, la structure de l'émission. Quand j'ai dit que j'allais t'avoir, effectivement, tout le monde m'a dit t'as Robert Citerno en face, laisse tomber. Alors effectivement, on est déjà passé au match, puisque du coup, on est parti de 11 branches à plein de trucs. Donc on va faire juste un petit point objet fétiche, et après on va reprendre cet échange. Donc voilà, je me démerderai au montage. Ouais. Ou pas, puisque effectivement on va laisser le naturel de Robert Citerno truster un petit peu le truc. Du coup, est-ce que tu as un objet fétiche lié à l'escrime? Alors j'ai une épée qui date de 2000. J'ai plusieurs épées, des lames qui datent de 2000. Donc qui sont, comme on appelle ça, des gaules dures. D'accord. Des gaules qui ne se plient pas. Ouais, en fait. Okay. Et moi, une gaule, c'est une lame. C'est une lame. Voilà. Et moi, les lames, tu fais un fouetté, tu fais mal au mec. Quoi. Tu ne peux pas faire de fouetté. Et ces lames-là, comme moi, je suis un homme de pointe. Ouais. Je ne suis pas un homme qui fait des fouettés à gonfler gamelles, machin, donc je suis un homme de pointe. Ouais. Donc ces lames m'aident beaucoup. Et là, la semaine dernière, en entraînement avec Barrois, justement, avec Sébastien, je lui ai foutu un coup à tout enfoncer les gamelles et j'ai pété ma lame. Donc là, je suis un peu deg parce qu'il ne me reste que 2 sur mes 2000. C'est très dur à trouver, ces lames-là. C'est pratiquement introuvable. Donc là, j'ai mon ami Daniel Gérand. D'ailleurs, il m'a donné 2 lames. Ouais. Enfin, il m'a vendu 2 lames. Clair, parce qu'on ne donne pas ces lames, on les vend. Et en fait, il y a marqué Daniel Gérand sur la lame. D'accord, c'est carrément gravé. Gravé. Daniel Gérand, junior, il est marqué. D'accord. À l'époque. Donc junior, oui, ok. Même pas senior. Et c'est très marrant parce que bon voilà, il m'en a donné 2 qui sont nus, enfin qu'il faut que je refasse, donc je vais aller chez l'équipementier faire mes lames pour être prêt pour la semaine prochaine, puisqu'on part on part vendredi, on part à l'INSEP s'entraîner pour un stage, ouais. Et après du 4 on tourne à Carpentier pour faire les championnats d'Europe, ouais. Et le 5 on commence à tirer. Du coup, on va reprendre le match qui avait déjà débuté. On va dire que là, c'était un petit break. Alors, tu as répondu très naturellement, sans même que je te pose la question, et encore pas complètement. Moi, j'aime bien commencer ces entretiens-là avec une question qui est pourquoi l'escrime ? En fait, c'est une histoire qui est un peu bizarre. En fait, j'étais pas né pour le sport, ni pour les études d'ailleurs, parce que je suis un gros branleur. J'ai pas mon bac, j'ai rien, de toute façon. D'accord, ok. Ça sert à rien. Si, j'ai un CAP d'électronicien d'équipement, mais qui m'a servi à rien. D'accord. Et en fait, à Grenoble, j'étais opéré à l'époque, dans les années 80, j'avais une opération du pied droit, parce que je marchais sur la pointe des pieds. D'accord. Donc, le chirurgien m'a fait une arthrodèse, il m'a mis le pied à plat. Ouais. Et en fait, j'ai plus cette fonction-là. Et très peu cette fonction-là. Tu vois, là, j'ai très peu cette fonction-là. Ouais. Et en fait, quand tu vois mon genou, mon pied est décalé comme ça. Donc, tu vois, mon genou est là et mon pied est décalé comme ça. Ouais. Donc, je ne peux pas faire de ski. Parce que mon truc, il se barre toujours à droite. T'as essayé ? J'ai essayé. Il y a même un mec à la Plagne qui s'appelle Gosteli, qui est un fou furieux, mais fou furieux, et qui s'occupe de handicap parce que son père a été amputé d'une jambe, donc il s'est mis dans le handicap complètement. C'est lui qui a inventé des coques pour le ski, des coques monoski, enfin des choses comme ça, des gros appareils pour les gens très handicapés, pour les mettre faire du ski et tout comme ça. C'est un géotrouve tout, il est adorable ce mec-là, mais un peu fou. Et il me dit, je vais te faire skier. Tu ne pourras pas me faire. Il s'est rendu compte que mon pied, alors si tu crées un ski et que la tâche est de biais, oui, mais ça n'existe pas parce que tu peux pas tourner, donc ça n'existera pas. Et par contre, il a inventé une trottie ski. C'est lui l'inventeur de la trottie ski. C'est 2 skis parallèles qu'il a soudés dans son atelier, parce qu'on l'appelle géotrouve-tout, lui. Oui. Et en fait, il a piqué la trottinette de son fils, il a cassé le guidon, il a mis, et c'est moi qui a eu le premier prototype à descente, aux Étoiles du Sport. Ok. Et le guidon, il parlait, lui, il tient d'une main, il n'a pas de bâton, il tient d'une main, et il te relève, machin, un truc comme ça, mais on s'éclate. Et maintenant, il a fait, et ça marche en Suisse, en Italie. En fait, c'est pour apprendre à skier pour les enfants, au lieu de se faire chier à faire Là, c'est droit, et ils ont une trottinette, et ils font des petites pistes, et ça marche très très bien. Top. C'est vraiment un mec bien. Alors donc du coup, pourquoi l'escrime ? Alors donc je me fais opérer, mais quand il m'a opéré, j'avais 4 cm et demi de raccourcissement entre le pied gauche et le pied droit. D'accord, ok. Donc mon chirurgien dit, écoute, je connais un chirurgien qui a fait des expériences sur sa fille, parce que sa fille était très grande, elle voulait diminuer, ils ont opéré du fémur. Donc ils lui ont enlevé, 10 cm de chaque côté du fémur, parce qu'elle mesurait 1m98, un truc comme ça, pour qu'elle revienne à une taille normale. Ouais. Il dit, tu veux ? Oui, je veux, moi j'aime bien tout ce qui est nouveau, ça me kiffe. J'adore l'hôpital et la clinique, je suis un peu taré, moi. Et en fait, le mec, il me regarde,
Il me dit oui, c'est possible et tout, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'étais à Grenoble, à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est dans les montagnes. Et à l'époque, quand il neigeait, c'était mort. Hein. Tu ne pouvais pas descendre, tu ne pouvais pas monter. Il y a les ravitaillements ne se faisaient pas. D'accord. Et quand il y a la directrice qui s'est pointée, elle m'a dit, bon, ben, à droite, tu as les études et à gauche, tu as le loisir. Bon, on va prendre le loisir, hein, les études, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas. Et quand je suis parti dans un couloir, j'étais en fauteuil. Quand je tombais, c'était alerte générale, des radios de partout, machin, enfin, des trucs. Maintenant, ils me disent, les chirurgiens, ils disent, ça n'existe plus cette opération. En fait, maintenant, parce que la première opération qui existait, c'est qu'ils te coupaient le tendon, ils te le rattachaient pour pouvoir le faire grandir. Du coup, c'est ce qui était. Non, ça ils ont refusé. Maintenant, c'est mieux. La technologie avancée, en fait, ils cisaillent. Ils ne le coupent pas, mais ils cisaillent. Et en fait, ça permet de l'étendre. Et c'est beaucoup plus simple parce que le tendon n'est pas déchiré. D'accord, arraché, en fait, coupé. Donc ça permet. Donc j'ai dit, bah, c'est con, tu vois, je serais né là, j'étais bien. D'accord. Donc j'entends un bruit de ferraillement et puis je rentre dans cet état. Et puis il y a mon kiné qui était prévôt à l'époque, qui n'était pas maître d'armes mais prévôt, c'est en dessous le maître d'armes, qui donnait une leçon à Ben Jelani. Il est décédé depuis très longtemps. C'est un mec qui faisait 2,20 m. Il avait des bras de 2 mètres. Et il me dit, ah, toi, t'es bien, toi, écoute, tu peux faire de l'épée, c'est cool. Mais alors, du coup, il donnait une leçon. Donc, Benjani, c'était un tireur. Un tireur. Un athlète. Valide Non, Andy, tous Andy. Tous Andy, d'accord. Andy. Et il me voit, il dit, bah, tiens, c'est bien, toi, tu peux faire. Alors, en plus, c'est facile, l'épée, tu fermes les yeux. Comment je fais ? Ouais, tu tires, tu fermes les yeux. Et en fait, pendant des années, je faisais ça. Parce que moi, j'ai fait des conneries quand même. Comme quoi, l'épée, c'est n'importe quoi. C'est un peu hyper facile, c'est surfait. Je veux dire. Donc, faire défoncer. C'est comme le sabre. Et à 2 mois, à 2 mois, il y a mon prévôt qui dit, bah tiens, il y a une compétition aux invalides. Oui. Donc ce que tu me disais tout à l'heure. Tu vas descendre et puis tu vas faire cette compétition. En plus, ça me permettait de revoir ma mère, ça, parce que c'était. Je dis, c'est très bien. Et en fait, je fais une médaille de bronze. Et je bats le cador, Arthur Bellance, le cador, qui avait les yeux blancs, qui m'a pas serré la main, parce que vexé de se faire battre par un mec qui a 2 mois d'escrime. Qui a 2 mois d'escrime, 22 ans. Et c'est là où le coach, alors il s'appelait Maître Marcillou, Jacques Marcillou, c'était un militaire, il était à Babylone, il avait la petite moustache, il sortait toujours des vannes et tout. Et il dit, bah toi, tu as un don, c'est tous les siècles et c'est toi. Et du coup, quand j'étais en compète, je faisais ça à chaque fois, comme ça. Et tu regardais pas ? Non. Et des fois, je regardais même l'arbitre, en garde prêt à aller, puis je tirais là. Et les mecs me disaient, mais Robert, pourquoi tu ne regardes pas ? Non, mais vous inquiétez pas, c'est un tic que j'ai pris quand j'étais gamin. Bon, ça s'est arrêté, maintenant je regarde tout le monde et tout. Mais avant, je faisais que ça. Et il y en a un qui s'énervait. Un Italien qui est à Pise, on a fait 11 ans à Pise à l'époque. Et il avait une fille avec tête percée de partout, mignonne comme tout. Je dis, oh, elle est mignonne ta fille. Ouais, enculé, va faire cool. Il s'énervait et comme je le battais, en fait, il arrachait ses fils. J'ai dit, putain, l'équipementier doit être content avec toi parce que t'en arraches à chaque fois que je te vois. Puis il essayait de casser son fleuret. Il tordait son fleuret, machin. Enfin, cool. Il fumait le cigare. Alors, c'était mon vivant, hein, on s'éclatait. Autre époque, peut-être. Oui, c'est autre époque. Après, c'était. Vous savez, le haut niveau escrime, ça a commencé réellement en 96. Moi, j'ai fait 88, 92, bon, c'est du haut niveau, mais il n'y avait pas les Chinois, il n'y avait pas les Hongkongais. Les Hongkongais sont arrivés en 96. Et moi, ce qui m'a excité en 2000, j'aurais pu arrêter en 2000. D'accord. Puis j'ai dit, bah, tiens, il y a les Chinois, il y a machin, l'équipement change, ouais, je vais continuer. Et j'ai continué, ça m'a arrêté. Parce que du coup, on est à. Alors attends, donc 11 médailles, on en a parlé. Tu as fait 8 jeux. 8 jeux. Donc du coup, tu as commencé en 88 avec Séoul, Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Londres, Pékin, Londres et Rio. Et du coup, les seuls que tu n'as pas fait depuis 88, c'est Tokyo. Et peut-être sur mon pari, mais bon, je touche du bois quand même, mais on verra. D'accord. À cause de mon épaule. Si tu veux, j'ai loupé une Coupe du Monde, j'ai loupé 2 satellites, donc ça m'a enlevé une 15-20 points. Donc si tu veux, 15-20 points me permettaient d'être dans les 10 premiers et 15 premiers. Donc là, ça va être. Je suis 15e au sable par contre, hein, toujours, donc, pour les jeux. Donc c'est un truc bizarre quand même. Parce que toi, il est bizarre. Toi, tu vas être bon au fleuret, à moi, tu vas être bon à l'épée, puis à un moment, tu t'en fous. Du coup, si tu fais pas Paris à l'épée, tu fais peut-être Paris au sabre, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, non plus. Alors, tout dépendra. Il y a des wildcards, donc il y a peut-être la chance de la wildcard, mais bon, après, ça, faut regarder. Mais il faut déjà que les 6 qui peuvent partir se sélectionnent déjà, et puis après, on verra les wildcards. Ok. Mais après, tu sais, rien ne me choque, rien ne me gêne. Je n'ai pas fait Tokyo. J'étais sur shortlist, mais à Tokyo, ils ont arrêté les wildcards. Donc, ils sont partis qu'à 4 pour toutes les épreuves. Donc, Romain, il a fait 3 armes.
Ouais. 2 armes par équipe et 3 armes en individuel. Donc c'est pas gérable, c'est pas du haut niveau ça pour moi. Après en plus, Romain il a fait sa médaille de bronze au fleuret alors qu'il est sorti en l'épée au sabre, pas en poule. Et personne n'a fait de médaille, ils ont fait une seule médaille. Et c'est un peu grâce à Romain qu'ils ont gagné leur médaille de bronze à Tokyo. Ouais. Tu vois, Romain c'était un mec costaud. Tu vois. Et l'histoire c'est qu'en 2016, 2008, 2012, pas d'équipe. Pas d'équipe épée. D'accord. Donc il y a eu 2012, il y a eu 2012 le fleuret qui est rentré en équipe femmes-hommes et après en 2016 ils ont mis les équipes. Okay. Nous on était médaille d'or en 2000 et en 2004. Ouais. Et ben 12 ans après on refait la médaille d'or contre des Chinois, contre l'équipe de Chine. Donc vous voyez, et j'ai dit 3 médailles et 12 ans après. Et moi je dis c'est ça qui est kiffant. C'est 12 ans après avec moi dans l'équipe, plus les 2 nouveaux, on refait une médaille d'or quoi. Et c'est grâce à toute l'équipe, hein. C'est grâce surtout au B, à Yannick qui fait B, qui était super fort par rapport au A, parce que le B n'a pas d'abdos. Donc oui, c'est ça. Il y a 2 classes d'handicap. Il y a la classe A qui est moi, qui suis debout, qui me met en fauteuil, et tu as aussi la classe A qui n'a pas les jambes, mais qui a quand même ses abdos. Et après, tu as la classe B qui sont touchés plus haut, qui n'ont pas d'abdos. Donc s'ils tombent, ils sont obligés de se relever avec les mains. Ouais. Le A, il fait ça et il est à toi. Mais le B, il fait ça, puis il est obligé de se relever comme ça pour pouvoir fonctionner. Et le B a son importance maintenant, parce que le B devient aussi fort que le A quelque part, puisque dans les années 90, les Allemands ont inventé la poignée haute. Avant, tu te tenais à la main courante. Tu sais, tu as un cerceau. Oui. Donc, et en fait, quand tu tires, tu étais déjà comme ça. Donc le A, ça allait, mais le B, comme il n'avait pas d'abdos. était déjà complètement déséquilibré. Alors, les Allemands ont inventé une poignée haute, et ça fait que le B, grâce au haut de son corps qui est très fort, peut revenir très vite. Et c'est comme ça qu'il y a des B qui nous battent. D'accord. On n'est jamais sûr maintenant du B. Le B russe est fort, le B italien est fort. Enfin, voilà, il y a des B, il y a des bons B, comme on dit. Oh elle est très belle, j'aime beaucoup. Ouais, parce que du coup, alors à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui va vraiment écouter, regarder l'émission. Est-ce qu'on va avoir d'autres personnes que des gens du monde de l'escrime? Donc j'essaie toujours de refaire un petit point pour les gens qui ne connaîtraient pas, et même en fait au sein du monde de l'escrime, qui ne connaîtraient pas forcément les spécificités handi et paralympique. Et valide aussi, oui, tout à fait. Du coup, catégorie A, catégorie B, tu les as très bien expliquées. La particularité du coup dans les matchs par équipe, c'est que en individuel, un A rencontre un A mais ne peut pas rencontrer de B. Et par contre, dans l'équipe, c'est mixte. Voilà, en fait, c'est 2 A, 1 B, obligatoire. Le B est obligatoire. Mais même, tu peux mettre un C. Le C, la classe C, c'est un tétraplégique. C'est les gens qui ont les 4 membres paralysés. Comme moi un peu, tu vois, mais les 4 membres. Ouais, d'accord. Donc, ils sont très, très touchés. Okay. Donc, au championnat du monde, au championnat d'Europe, si tu n'as pas de B, tu peux mettre un C quand même. Mais le C est beaucoup plus faible que le B déjà. Donc, mais ça, c'est possible. Ça s'est fait au championnat d'Europe ou du monde en 2001 ou 2002. Il y a eu une polémique, justement. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas le droit de mettre un C? Mais le C est plus handicapé que le B, donc on peut. Ça change rien, il n'est pas plus fort que là. Donc, ils ont réfléchi, ils disent, bon, d'accord. Et le C ne fera jamais les Jeux paralympiques. D'accord. Il y a pas la classe C n'est pas assez étendue pour pouvoir faire les Jeux. Et ce qui est dommage, parce que bon, après, c'est quand même. Après, ils font que du fleuret et de l'épée. D'accord, pas de sabre. Oui, ok. Et donc le B, c'est un relais en 9 relais, 5 touches. 5 touches, 3 minutes. Et le B rencontre les 2 A adverses et vice-versa. Oui. Donc en fait, tout le monde se rencontre 3 fois. Oui, comme un relais classique. Et alors, la particularité de nos Jeux paralympiques, il n'y a pas de 4e homme. On n'est que 3. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Sur les mondes des Europes, il y a des remplaçants. Comme on sait maintenant, les règles ont un peu changé. On a le droit de faire rentrer 2 fois. D'accord. Vous tirez une fois, vous dites tiens, je vais rentrer lui, puis mais vous êtes obligé de faire rentrer celui que vous avez fait sortir. Tout à fait. Voilà. À la même place. Vous ne pouvez pas changer. Je crois que c'est ça. Alors moi, je ne suis pas très versé dans tout ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous êtes premier qui tire, vous êtes remplacé, puis vous voulez faire rentrer sur le dernier, c'est pas possible. Vous remplacez celui que vous avez déjà fait rentrer et sortir. Tout à fait. Autrement, c'est la fête du string. Ah bah oui, ce serait... enfin, c'est la fête des strings. Très joli aussi. J'aime bien. On va être bien sur tu vas aimer, je pense, les questions du Welsh quand on sera à la fin. Du coup, il y a quand même un parcours derrière. Juste avant de revenir là-dessus, parce que tu m'as parlé de tes surnoms, donc le TGV. Bob le Ouf. Alors voilà. Alors parce que à chaque fois, j'ai des petites fiches que quand je prépare mes entretiens, puisque je fais ça sérieusement. Et à chaque fois, en fait, j'ai le nom de la personne que je vais interviewer et un surnom que j'ai trouvé. J'ai jamais eu l'occasion encore de poser la question sur les surnoms. Mais du coup, vu qu'on a abordé la question avec toi, Bob le Ouf. Alors, le TGV, Bob le Ouf, est-ce qu'il y en a un qui reste plus? Bob le Ouf.
Bob Le Ouf reste le Ouais. plus. Et alors pourquoi Bob Le Il y a Ouf? plusieurs raisons. La D'accord. première raison, ça se passe en 88, à Séoul Ok. aux Jeux. Tes Je premiers fais jeux. du Mes coup. premiers jeux. Ouais. Je fais 2 médailles d'or, une médaille d'argent. Ça va. D'accord, je suis équipe fleuret, individuel et épée, Ouais. épée or, et puis argent en équipe épée. Et je dis, ça m'emmerde, je dois bien avoir une médaille de bronze. Donc, Vas-y. je vais voir un Italien, Léré, Ouais. et j'ai dit, tiens, Léré, ce qu'il me faudrait, c'est... j'aimerais bien changer ma médaille d'or contre ta médaille de bronze. Alors Ouais. Léré, il dit, bah, ok, t'es fou, quoi, Ouais. t'es fou. Si, je te donne ma médaille d'or. C'est vrai, c'est sûr, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc je prends ma médaille de bronze, et je l'ai toujours, la médaille de bronze. D'accord. Je voulais les 3 couleurs pour mes Tu premiers voulais jeux. pour tes premiers jeux. Voilà. Ok. Et là, c'est une raison très valable, hein, parce que là, il est fou ce mec-là. Hein, Ouais. aller changer une médaille olympique, paralympique, ça se fera jamais, ça se fera Ouais. jamais. Mais moi, j'ai toujours ce petit truc de plus. Monsieur Bazen, c'est le petit truc en plus. Ouais. Et aussi Bob Le Ouf, parce que je suis quelqu'un qui aime la fête, Ouais. même quand je suis en compète. Donc il fout le bordel en fait. D'accord. Donc en Chine, par exemple, j'ai fait quand j'ai perdu, parce que pour moi, la phrase qui énerve tout le monde, c'est perdre, c'est gagner. Ouais. C'est une phrase philosophique, tout le monde l'a répété, mais moi je la raccourcis pour tout le monde, perdre, c'est gagner. Mais c'est con, perdre, c'est perdre, gagner. Oui, mais si tu dis perdre, c'est gagner, c'était pas un athlète. Perdre, c'est gagner, c'est quoi? C'est travailler, te remettre en question, faire de la Bien sûr. vidéo, faire énormément de choses. Enfin, il faut arrêter de dire. Et puis surtout, éviter d'avoir une bête noire. Bien sûr. Parce que Romain, pendant 11 matchs, il a eu Pender à l'épée, qu'il battait. Il l'a battu au jeu à Londres, mais il le battait tout le temps. Romain Platania. c'est Non, ça. Romain Noble. Romain Noble, pardon. C'est Lucas Platania. Lucas Platania. Non, mais il n'est pas facile. Hein. Non, et, mais je suis et pas en doué avec fait, les- et après, il a eu au sabre avec Stenzuk, un Ukrainien, il l'a battu 7-8 fois au sabre. Ouais. Donc, c'est ça. Et je veux dire, un jour, Romain, il m'a battu pendant 2 ans, et au championnat de France d'Orléans, je crois, je le bats 15-13, D'accord. 2 ans après. Mais toi, je suis champion de France, et perdre, c'est gagner, c'est ça. Ouais. C'est travailler, réfléchir, te regarder, voir. Tu vas pas dire, bah, j'ai perdu, ça y est, ou ah, bah, j'ai perdu, ah, bah, lui, ça y est, il m'a battu déjà. Alors moi, mon truc, c'est de dire, bon, bah, on se voit la prochaine fois. Mais dit quoi, on se voit la prochaine fois? Mais si, on se voit, c'est pas grave, on se voit la prochaine fois. Les mecs, ils sont énervés, toi. Oui. Et il y a en fait la curiosité des athlètes étrangers. Il y en a beaucoup, mais quand est-ce que tu arrêtes exactement? Parce que tu nous casses un peu les bonbons quand même. Tu es là, tu fais barrage, c'est un peu chiant. T'es là depuis 88. c'est 80. 80. Ah oui, 88, tes premiers 88, jeux, mais non. 80, oui, bien sûr. Et donc je me pointe sur une compète et je bats, et pas longtemps, hein, je bats le 3e mondial au sabre, 15-8. D'accord. Et je sauve, du coup, Ludovic Lemoine. Alors, il m'a mis 15-0 après. J'étais mort de rire dans mon masque. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a des sensibilités autres que la victoire. Et donc, et je le bats, et Ludo, il me met 15-0. Mais j'étais mort de rire dans mon masque. Il dit, t'imagines déjà, il se fait battre par un mec qui ne sait pas faire de sabre. En plus, toi, tu me mets 15-0, mais il va se pendre. Et le mec, c'est pas faux. Il s'est pendu. Et là, j'ai failli le rebattre à la dernière Coupe du Monde. Ouais. On était à 13-13. Ouais. Et il m'a battu 15-13. Et D'accord. le coach allemand, il dit... et pareil, Ça va. sur la même compète au sabre, je perds 15-6 contre Oswald, qui est le meilleur. Et le coach, il me dit, mais t'as quel âge, Robert, exactement? Parce que pour mettre 6 touches quand même, et tout ça, il faut y aller quand même, parce que les mecs, ils sont jeunes, toi. Je dis, mais c'est impressionnant, quoi. Et c'est ça que je kiffe. C'est de dire, voilà, je suis 15e mondial au sabre, je suis 42e, mais parce que j'ai eu le problème d'épaule. Mais c'est ça qui est kiffant, qui me fait continuer. Parce que les gens, ils disent, ouais, on est impressionnés, quoi. Tu as 63 berges. Et je veux dire, à une époque, quand les Chinois étaient arrivés, on fait l'individuel, et les Chinois, à chaque fois, parce que on m'appelle le Houdini de la distance. Le Houdini de la distance. Oui. Très bien. Alors, le Houdini de la distance, ouais. en fait, c'est parce que quand tu prends la distance, tu peux casser l'épaule Ouais. pour rapprocher, Ouais. ou bien pour reculer. Ouais. Tu peux faire le vieux, comme ça, Ouais. pour rapprocher. Enfin, tu as plein de trucs. Et en fait, il y a même une Italienne qui est arbitre, dit un jour, quand tu arrêteras l'attaquage, je veux que tu m'expliques tout. Parce qu'à chaque fois, on est derrière toi, parce que maintenant, ils mettent des gens derrière. Vérifient, en fait. Ils mettent des gens derrière pour Ouais. regarder, oui, les droits, machin. Mais à chaque fois, ils se font avoir. Parce qu'il faut pas que la fesse dépasse. Oui, non, il y a un trait au milieu, de trucs, tu es bien au milieu, il faut bien se rendre, mais moi, à chaque fois, puis je discute, je papote, je les embrouille.
Et un jour, il y avait mon coach de l'époque, Pascal Godet, qui était aux Invalides, qui est toujours aux Invalides d'ailleurs. Je tire contre un Chinois. Avant, et les Chinois, à chaque fois que je tirais, ouais, ça gueulait de tous les côtés, non, faut la distance. Ils essayaient de m'embrouiller, tout comme ça. Ouais, okay. Et un jour, je vois plein de Chinois assis par terre, puis je vois un gros chien, un chien de signe astrologique. Ouais, ok. Et je dis, ah tiens, attends, donne-moi ta date de naissance. 1960. Ok, je pense en disant, ah, t'es rat, oui, je suis rat. Ok. Je vais m'asseoir avec les Chinois, et tout d'un coup, tous les Chinois en tailleur. Vous foutez pas le bordel, là, comme d'habitude. Mon maître, je sais pas, ils sont tous par terre, ils sont assis. Je comprends, je pars 15-13, hein, complètement. Et il dit, ah non, mais l'âge, nous, on respecte. Les personnes âgées, pour nous, c'est très important. Ça, je t'ai dit, démonté. Okay. Et maintenant, je fais la bise aux Chinois, aux Chinoises. Enfin, en fait, à chaque fois que je suis quelque part, que c'est un peu triste, je change tout, en fait. La première fois que j'ai fait de l'escrime dans les années 80, si tu veux, mon maître d'armes dit attention, parce que les gens debout, ça n'existait pas à l'escrime. Ouais. On faut être en fauteuil automatique. D'accord. Donc il me disait, il faut que tu fasses un transfert de la voiture à ton fauteuil. J'ai dit, mais j'ai jamais fait de transfert, moi, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Et j'avais un fauteuil qui se pliait, le truc, puis les roues qui faisaient ça. Et à un moment, j'ai ras le cul, je me suis levé, et puis j'ai poussé mon fauteuil. Et là, ouais! Et du coup, tout le monde s'est levé. Et là, tout le monde se lève, c'est le bordel, quoi. Donc tout le monde s'est levé. Donc après, ça s'est revenu dans les mœurs et tout le monde s'est levé. Mais non, mais tu peux pas rouler. Moi, j'ai la main déglinguée, je peux pas rouler. C'est compliqué. Mais tu as quand même, en fait, pour revenir là-dessus, le respect de l'âge, c'est vrai que, alors, moi, je te connaissais un petit peu de nom parce qu'il y a une fois où, alors, je ne t'avais pas encore rencontré, mais tu étais censé venir dans les Hauts-de-France pour une journée nationale des enseignants, et puis alors ça ne s'est pas fait parce que faute d'inscrits. Ouais. Donc j'ai souvenir d'avoir fait des recherches à l'époque, d'avoir fait un petit carton d'invitation avec ta photo et tout, voilà. Et d'ailleurs, j'aurais dû me déplacer si ça avait été fait. J'ai recherché un petit peu pour l'entretien qu'on a là. C'est vrai que tu as quand même un parcours, je pense, unique. En fait, au-delà d'atypique, tu as quand même un parcours unique dans le sport de haut niveau. Parce que je ne vais pas faire distinction handi et valide. En fait, dans le sport de haut niveau tout court, en fait, je ne pense pas qu'il y ait deux personnes qui aient un parcours comme le tien. En escrime, non. En fait, tu sais, il y a un site qui montre tous les athlètes handi et valides. Ouais. Et en fait, je suis le 4e de tous les athlètes handi valides classés. Okay. Il y a la première qui est Béatrice S qui a fait 20 médailles d'or en natation. Classée en nombre de médailles du coup. En nombre de médailles. Okay, je suis 4e et derrière moi il y a Fourcade. Okay. La classe. Je suis dans mon Fourcade, ça va. Non, je plaisante, c'est un truc que j'adore. Mais non, en fait, le truc c'est que être un sportif de niveau c'est compliqué, c'est difficile, c'est long, tu as les blessures, tu as les doutes. Enfin, tu as tout qui arrive dans ta tronche. Et ça, il faut combattre tout ça. Et nos jeunes, actuellement, ils n'ont pas de respect des vieux. Actuellement. Tu vois, ils voudraient bien que j'arrête. Ah oui. Et quand j'avais. Parce que en plus, j'ai eu un problème au cœur. J'ai eu 2 stents posés, tu vois. Le mec, il revient. Je suis revenu. Et tout le monde dit, mais tu vas arrêter et tout. Il y a un footballeur, je crois que c'est un Hollandais, qui a 2 stents et court comme un malade en foot, en Ligue 1 en plus. Donc arrêtez de dire que... En fait, moi j'ai un concept de dire, c'est que ce qui est important, c'est faut combattre la maladie. Ouais. Si tu n'arrives pas à combattre la... Attends, bouge pas. Ouais, je t'en prie. Non, mais le problème, c'est que si on s'écoute trop, quand vous êtes sportif de niveau, vous n'êtes plus sportif de niveau. Il faut arrêter. Si tu commences, j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai mal. Et le problème, c'est que si tu as mal, il faut consulter. Il ne faut pas laisser traîner pendant 6 mois, 1 an. Puis après, là, j'ai laissé traîner parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment très mal. Ouais. Mais en fait, c'est quand j'étais aux Europes, d'ailleurs, un truc de ouf, j'étais en Europe, j'étais dans l'équipe aux Europes. Donc les derniers championnats d'Europe l'année dernière. Ouais. Et je ne sais pas ce que je fais de la muscule. Ouais. Toi, je ne sais pas ce que je fais, je prends des trucs et tout. Puis j'ai un peu mal. Et je tire, clac, et ça pète là. Et là, je fais ça, boum. Ah merde, je peux plus lever. Ah merde. Ah oui. Alors j'ai dit, ah d'accord. Alors il y a Barois qui il me dit, Robert, je dis, bah ouais, je pense ça a dû péter. Bon bah écoute, tu me laisses 2-3 heures, je vais regarder si je peux tirer en équipe, si je sais pas, je dégage et te remplace. Et je dis,
Et je me suis fait remplacer. D'accord. C'est ça un athlète de haut niveau, c'est pas dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ah bah t'es con, pourquoi t'as. Mais c'est mes 16e jeux européens. Ouais. J'ai fait 13-14 médailles d'or. Les jeunes sont là, ils ont les dents longues, donc voilà. Je vais pas. C'est aussi prendre tes responsabilités et en fait savoir quand t'arrêter. Voilà. Et si le problème, je le fais pas, si je sors pas de l'équipe et que je fais perdre l'équipe. Ouais. Il m'a dit ah mais c'est toi parce que tu étais blessé, on t'a fait rentrer mais t'as pas pu, ou on ne fait pas rentrer mais chat. D'ailleurs ils ont fait rentrer c'est Gaëtan Charlot qui vient s'entraîner tout le temps ici. Il est rentré, il a fait son job. Ouais. Donc tu vois, il faut savoir à un moment dire ok, c'est pas une question d'être vieux ou pas, c'est une question d'être lucide et de revenir plus tard. Toi là je reviens, toi je le bats Gaëtan Charlot, je les bats tous. Enfin j'arrive quand même maintenant à tenir largement, toi. D'accord. Donc après j'ai des problèmes de fauteuil, de poignet, choses comme ça. Donc ça c'est la problématique. Mais toi ils savent que je suis là, quoi, que je suis pas encore derrière à rien branler et puis à aller juste en Coupe du Monde pour faire joli, quoi. Ils savent que je suis capable encore de beaucoup de choses. Ok. Et ça c'est le respect de l'athlète. Mais les jeunes, si tu veux, ils ont moins de respect. D'accord. Eux ils ont les dents longues. Mais le problème c'est que leur carrière n'est pas faite. Je veux dire que le respect des maîtres d'armes, le respect des consignes et tout ça est important. Si on arrive à donner ça à une équipe en globalité, l'équipe sera forte. Comme j'ai connu moi, Barwan nous a connus il y a 30-40 ans. Ouais. C'était n'importe quoi, c'était des bagarres entre nous, on se bastonnait. Mais par contre, quand on était en équipe et dans un gymnase, on faisait peur à tout le monde. En 2008, on arrivait encore à faire peur aux Chinois. En 2008, à Pékin, ils voulaient faire des stages. Et alors moi, parce que moi, je fais toujours des conneries pendant les Jeux. Et en fait, j'ai fait les abdos et puis en fait, je me suis déchiré. Et en fait, j'ai pas pu être performant sur mon truc. Pourtant, j'étais super aiguisé, abdos et tout. Et puis je me suis déchiré, c'est mort, laisse tomber. Du coup, là, tu peux rien faire. Ah bah là, il faut que ça soigne, quoi. Ouais. Donc voilà. À Athènes, avant de partir au jeu avec David Maillard, qui était on était en voiture de golf. Et moi, j'ai pas de permis de conduire. Et j'ai pris le volant, lui il a accéléré, comme les voitures de golf avec la force centrifuge, ça fait le tour. Moi je me suis cassé la gueule sur le béton, lui sur la pelouse. Et j'essayais de partout. Et le patron dit qu'est-ce que vous avez fait? J'ai perdu mes lunettes. Ah, vous les lunettes. J'étais raflé de partout. Bon, ok. David Maillard à Athènes, il sortait avec Manuel Asman qui était en fauteuil. Et Athènes c'est vachement pentu. Et il roule dessus. Il y a une bosse de la petite roue. Il s'éjecte. Paf, David, il se prend la tête sur le parterre et elle tombe sur lui. Donc elle n'a rien. Et David, je le vois arriver, tu sais, comme dans les dessins animés. Ouais. La bosse, il tombe par terre. Ouais. Les urgentistes, en 2 secondes, ils étaient là. Tous étaient là. Donc après, ça a été, toi. Ouais. Mais c'est que des conneries, on fait que des conneries. On fait beaucoup de bêtises. Et du coup, parce que notre match va bientôt toucher à sa fin, même si en fait, je pense qu'on pourrait encore discuter pendant très très longtemps. Mais là-dessus aussi, on m'avait prévenu. Hein. J'ai hésité à faire 3 heures d'entretien, mais on va timer un petit peu. Comment, du coup, voilà, tu fais les Jeux paralympiques depuis 88. Est-ce que je vais avoir 2 questions. C'est pas forcément, je vais pas parler de lassitude parce que ça serait pas ça, parce que je pense que tu es le genre de personnage, si ça te faisait chier, tu ne le ferais pas. Mais à moins d'être maso. À moins d'être maso, mais est-ce qu'il y a une forme, première question, est-ce que du coup, allez, 9e, 10e sélection au jeu, est-ce que c'est de la routine? Est-ce que c'est, bon, bah voilà, une de plus et puis on verra. Et 2e question, Paris 2024, est-ce que ça a une saveur vraiment particulière? Alors je sais que du coup, tu me l'as expliqué, là tu es toujours dans la course au jeu, tu n'es pas sûr d'être sélectionné. Ça. Donc d'autant plus, si tu es sélectionné pour Paris, est-ce que ça aura une saveur vraiment particulière? Alors la petite histoire pour la première, alors non, faire les jeux, 8 jeux c'est excitant. Parce que chaque année, pendant 4 ans, c'est pas la même chose. D'accord. Tu n'as pas la même équipe, tu n'as pas les mêmes coachs, tu vois d'autres choses, tu vas dans d'autres pays. Enfin, c'est tellement divers et varié que tu ne peux pas te lasser. Si tu te lasses, il faut arrêter. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « oh, je suis fatigué », tu sais, moi je suis un taré. Quand j'ai 20 heures d'avion, je kiffe. J'adore d'avoir 20 heures d'avion. Les mecs, ils sont crevés, ils en ont marre. Moi, je kiffe d'avoir 20 heures d'avion. Je kiffe dans les autres pays, faire plein de trucs. Dire que je ne peux pas être lassé. En fait, je suis quelqu'un de très particulier. J'aime l'hôpital, j'aime me faire opérer, j'aime les nouveaux trucs. Enfin, tu vois, c'est pas normal. Les mecs, ils vont dire, mais non, moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de l'avion. Quand je suis en compète, je suis stressé parce que, tu vois, par exemple, quand moi je suis en compète, j'arrive,
mon matériel, soit je passe devant tout le monde et puis je le teste devant tout le monde, donc tout le monde me laisse passer parce qu'ils savent que je suis un casse-couille, donc ils vont dire on va le laisser passer, on va gagner 10 minutes. Soit je le fais à la fin, soit je le fais en one shot. Soit je m'inquiète de rien. Tu vas dire ah non, il faut que je fasse tes témoins. Non, mais c'est pas ça la vie. La vraie vie, tu prends ça comme si tu étais en vacances ou comme ça, et tu vas petit à petit. Tu peux pas être stressé dès le départ. Oh là, il faut que je prenne ma son. Oh là là, non, moi c'est pas mon style. Mon style, c'est et puis faire chier le monde en fait. Arriver, pas faire chier le monde, mais déconner avec les arbitres, déconner avec les athlètes. Les Chinois, on se fait des bisous maintenant, on se connaît bien. Des fois, je dors sur les hausses avec les Chinoises. Enfin, on fait n'importe quoi. Enfin, et ça, c'est mon tempérament et c'est mon caractère, et tout le monde l'a accepté. Mais à Rio, si tu regardes les vidéos anglaises à Rio des Jeux, on était en finale avec les Chinois et en fait, je prenais de Powerade. Powerade, c'est une petite boisson bleue, verte, jaune, de couleur. Et il y a mon coach de l'époque, Pascal Gollet, qui disait ça fait pisser toutes les 20 minutes. Ok, puis je bois, puis putain, j'ai envie de pisser. Alors, je vais voir l'arbitre, parce que t'as pas le droit, ça. T'es dans le carré. C'est combien de matchs? 3 matchs. Bon, je vais pisser, ok. Et je pars. Je vais voir les Brésiliens, je fais des bisous à tout le monde, je vais au shot, je reviens. Et les Anglais, ils disent, mais taré, c'est Bob Louvre, quoi. Donc je reviens, je suis là, c'est bon, tu vois. Et même les arbitres se marrent. Ils disent, voilà, c'est l'ambiance, c'est la fête, je ne vais pas me doper, non, mais c'est mon truc à moi. Mais est-ce que, du coup, alors, les gens te connaissent, ok, les arbitres aussi, ça les fait marrer. L'équipe d'en face, ils se marrent aussi. Ils se marrent aussi. Ils n'ont pas le choix. Ouais, ils ont pas le choix. Parce qu'il y en a plus d'un que ça pourrait quand même déstabiliser. Non, c'est sûr. Et en fait, tu vois, tu verras sur YouTube la version anglaise. En fait, ils ne coupent rien. Ils ont mis les. Et en fait, j'arrive, je fais la bise à la chinoise, aux Chinois, je fais les bises, je fais pas mal à l'arbitre. Enfin voilà, c'est moi. C'est moi complètement. Et si tu veux, et c'est ça les jeux, c'est la fête. D'ailleurs, mon coach à une époque, il me disait, Robert, tu perds de l'énergie. Non, ça c'est ma façon de me concentrer, de parler aux autres, d'être, voilà, ça c'est mon truc de concentrer. Et d'ailleurs, à Turin en 2006, d'ailleurs pour la petite histoire, au fleuret et au sabre d'ailleurs, et à l'épée, la petite histoire, 2006 Turin, je bats quand même un Chinois en demi-finale et un Chinois en finale. Le Chinois, je bats 15-13. Et depuis, je suis le seul Français à avoir une médaille d'or individuelle depuis 2006, jusqu'à maintenant. D'accord. Aucun ne l'a eu. Personne. Et au fleuret, au jeu, je suis le seul à avoir eu une médaille de bronze en 96-2000. Personne n'a eu une médaille de bronze en individuel. D'accord. Et 2000, c'était déjà du haut niveau. Hein. Bien sûr. Et alors 2006, c'est encore plus haut niveau, parce qu'il y avait tous les Chinois. Et pour la petite histoire, le Chinois, donc super adorable et tout, j'ai battu, il va être casse-couille, hein, parce que 2 médailles d'argent, ça va être compliqué. Là, il est un petit peu jeune encore. 2007, mais il est où et je dis, non, c'est pas lui, c'est Tian. J'appelle Gaston Lagaffe. Tian, c'est un peu Gaston Lagaffe. Lui, là, c'est lui, il fait 2 médailles d'or au jeu, à Pékin. Ok. Et avant Pékin, 2007, il y a un stage chinois avec ceux de Lyon. D'accord. Et j'y vais, je vois qu'est-ce que tu fais, entraîneur, 24 ans. On en parle ou pas de ton truc là? D'accord. Entraîneur. Et là, pareil, il y a un Chinois là qui il est plus là, il va être entraîneur. Ok. Et ça, c'est impressionnant. Tu te dis, waouh, le mec, quand même, il a fait 2 médailles d'argent, et c'est pas le papa de quartier, quoi, faut arrêter. Et non, ils les enlèvent, ils en mettent d'autres, et ils veulent les médailles d'or. En fait, ils ont cette culture de la médaille d'or. D'accord, ok. Et c'est assez impressionnant. Ok. Et donc, Paris. Les jeux, les jeux, c'est une aventure différente tous les 4 ans. Toujours sur la première question. Toutes les 4 ans, c'est important. Tous les 4 ans, on ne peut pas dire, non, je me lasse. Si je me lassais, j'aurais arrêté en 2000. Il y en a beaucoup qui ont arrêté en 2000, qui auraient pu continuer jusqu'en 2004-2008, mais qui ont arrêté parce qu'ils n'en pouvaient plus, le l'avion, la famille, les fauteuils, la housse, que tu es en fauteuil. Voilà, rien branler, moi. J'y vais, je prends tout, je m'éclate, et j'adore ça. Paris 2024, en fait, en 2008 et 2012, on était candidats. Oui. Et j'ai dit, j'arrêterai à Paris. D'accord. Et en fait, je suis menteur, parce qu'en fait, j'arrêterai peut-être pas à Paris, j'arrêterai jusqu'à Los Angeles. Ouais, parce que tu as dit tout à l'heure que tu arrêtais en 2028, justement. Ouais, justement. Parce que je pense que 2024, c'est pas foutu, mais il faut être réaliste. Il y a la sélection des Jeux, puis il y a la victoire. La sélection est difficile, mais la victoire est encore plus difficile. Elle est plus facile parce qu'on est moins nombreux, mais elle est plus difficile parce que moi, tu vois, à Pékin, je finis 5e, à Londres, je finis 7e, à Rio, je finis 5e. Toi, je suis encore dans le haut niveau, même en 2016. J'aurais pu gagner d'ailleurs, je pars 15-13. Toi, donc il n'y a pas de souci, toi, là-dessus. Je suis pas.
je ne suis pas inquiet pour moi, je suis plutôt inquiet pour les jeunes. Et si on peut les booster et les pousser à la victoire, ça me ferait kiffer autant que si c'est ma médaille, tu vois ce que je veux dire. Ouais, okay. Là est la valeur du sportif. Si tu dis, bah non, c'est que moi je suis universitaire, je vais rien branler des autres, je vais passer tout le monde, je vais essayer de me qualifier même si je ne peux pas me qualifier, ça ne sert à rien, okay. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, il faut être réaliste, ouvert d'esprit et pouvoir aller de l'avant. Si tu commences à te la péter parce que j'ai fait 8 jeux, parce que j'ai fait 11 médailles et tout, tu t'en sors pas, quoi. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est pas le rôle. C'est comme les maîtres d'armes. Il y a des maîtres d'armes qui se la pètent. Il y en a qui disent moi je suis le meilleur du monde, alors qui vaut rien. J'ai jamais critiqué des maîtres d'armes sur leur façon de donner les leçons, parce que c'est leur métier, c'est pas mon métier là-dessus. Par contre, le coaching ou peut-être tout ce qui est environnemental, tout ce qui est psychologie, choses comme ça, il y a à redire. Mais sur les maîtres d'armes, moi j'ai rien à redire. C'est-à-dire qu'ils font leur job, ils font leur truc. Je respecte tous les maîtres d'armes. C'est une discussion qu'on avait avec quelques collègues, mais aussi que j'ai eu, notamment en interview. Là, j'avais posé la question à Jérémy Cano, puisque le sujet était arrivé. On se posait la question justement, est-ce que coach et maître d'armes, c'est le même métier? Et je pense que c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Tu peux être bon maître d'armes et mauvais coach, comme vice versa. Mais c'est pour ça un coach. Alors il y a Barrois, c'est un coach, un maître d'armes. Il voit les choses. Par contre, on a des maîtres d'armes jeunes qui voient pas tout, mais c'est intéressant parce que Barrois est autour d'eux, il les forme. Mais c'est vrai qu'un coach, c'est une problématique. Tu es maître d'armes, tu donnes des leçons, tu sais comment donner la leçon à ton athlète, mais par contre, d'ailleurs, il y a des gens, moi je ne veux pas être coaché, j'ai horreur d'être coaché, donc je me coach tout seul en fait. J'ai tellement d'expérience que je suis tout seul. Quand je suis tout seul, ça va beaucoup mieux quand il y a quelqu'un, parce qu'en fait, les informations qu'on me donne, d'ailleurs, Pascal Godet me donnait des informations, il ne me disait rien. Il me dit alors, oui, ça va aller, je pense que je vais faire ça, ok, d'accord. Et ça gagnait pratiquement tout le temps. Tu vois, mais quand tu as un maître d'armes qui n'est pas coach, mais qui croit être coach et qui dit fais ci, fais ça, non mais fais ci, fais ça, et en fait, tu vas dans ta tête, tu as des mais non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que soit tu dis reste comme ça, reste en ligne, ne bouge pas, voilà, essaie d'être un peu plus vif, toi, des trucs simples. Mais quand tu commences à dire des trucs, alors tu dis mais attends, pourquoi tu veux que je prenne le fer, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça? Ça n'existe pas, ça. C'est une attitude que tu as envers un adversaire, et si ça fonctionne, tu restes. Mais pour la petite anecdote, ici, il y avait Vincent Apollaire à l'époque, et il a commencé avec moi, avec David Maillard et moi. Et il commençait en fait, il était jeune. Et il me donne la leçon au bout de 5 minutes, il me dit non mais Robert, ta main, il faut que je la mette là, et en fait je la mets tout le temps là. Et vous savez, écoute, j'arrête avec toi, tu n'es pas un maître d'armes pour moi, je te respecte, mais ma leçon ne me convient pas. Et David Maillard dit ouais, t'es un enculé, comment tu l'as traité Je dis mais non, mais je suis réel, quoi, je vois pas. Et il prend la leçon, et puis un mois après, David Maillard arrête. Mais il lui a pas dit, ce petit malin. Et à Vincent Apollaire, il dit toi, je te respecte. Enfin, je respecte David, mais toi, tu me l'as dit tout de suite, tu dis laisse tomber. Mais David, il a continué à moi, puis après, ça nous convenait pas. Et quelques années plus tard, je dis bien quelques années plus tard, je prends la leçon avec Jeremy Weston aux Invalides. Il dit Robert, tu as un problème avec ta main est toujours comme ça. Ah oui, on me l'a déjà dit. Alors, on va la travailler. Je ne vais pas te dire tout le temps, mets ta main là, mets ta main là. Et on l'a travaillé, il me l'a corrigé. J'ai été le revoir, j'ai dit, je suis désolé, tu avais raison. Dans le principe, tu avais raison, j'avais ma main mal placée, mais tu étais trop scolaire pour moi. Mais dans la pédagogie. J'étais un athlète qui avait fait des médailles d'or au jeu, pas parce que j'ai fait des médailles d'or, mais j'avais quand même une bouteille. Et c'est vrai que des fois, tu prends des leçons avec des maîtres d'armes qui sont différents, donc tu as la main moins bien placée que l'autre. Mais voilà. Et après, j'ai repris la leçon avec lui. Sur les deux armes, enfin les deux gauchers droitiers, je reprends la leçon. Et il l'avoue. Et lui au moins moi je suis dans le vif. Je suis dans le vif. Je vais pas te dire que t'es bon maître d'armes, mais pour moi tu me conviens pas, tu me conviens pour les enfants. Effectivement, il faisait savoir. Et après il a pris la bouteille. Et là après c'était intéressant. Ok. Tu vois, je vais te raconter une anecdote quand même. Allez, vas-y. En 2000, alors en 2016, on est contre la Pologne en demi-finale. D'accord. Pour les Jeux de Rio. Et on est dans les starting blocks, dans le truc, dans le call room. Et derrière, il y a les Polonais qui sont là. Et puis tu as le coach polonais que je connais depuis 30 ans, qui dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, il parlait français. Les Français, c'est de la stratégie. J'ai dit, mais non, mais vous avez perdu là déjà. Vous êtes morts. On les a battus 15-22. 45-22. Ah ouais. 45-22. Et là, quand ils sont tout blancs, c'est mort. C'est mort. Quand ils sont bien frais, ils étaient tout blancs. En plus, tu vois, la demi-finale, je suis avec l'arbitre qui me masse, je déconne, je rigole. Enfin, le mec, il était complètement perdu. Tu vois, et c'est ça ce qui fait la force
de chaque athlète, c'est d'avoir son petit truc. Moi, je déconne, il y en a qui écoutent leur musique, il y en a qui mettent la serviette. Il faut trouver ce que j'ai dit aux jeunes, trouvez votre truc, votre concentration. Donc moi, la concentration, c'est déconner, perdre de l'énergie soi-disant, mais j'en perds pas. Okay. Et toi, c'est ça. Et chercher le petit truc qui permettra de te mettre dans ta bulle. Des fois, quand je suis dans ma bulle, j'entends plus rien. C'est un peu comme dans le Grand Bleu, quand le mec il arrive, il marche au ralenti. C'est ça. En fait, tu es là et tu n'entends plus rien autour. Et là, tu es le meilleur au monde, tu gagnes tout. Mais dès l'instant où j'entends quelqu'un qui allez, tout le monde gueule, je dis c'est mort. Je dis, je vais peut-être gagner, mais ça va être difficile à gagner. Tu vois, et ça c'est important que les jeunes comprennent ça. Dire qu'il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de défaite, il n'y a rien. Dire que les coachs sont là pour nous aider, pour nous expliquer, pour essayer de nous faire progresser, ainsi que les arbitres, ainsi que tout le monde. Dire que c'est une équipe générale. Il y a l'équipe centrale qui est les coachs et les tireurs. Puis tu as les arbitres où il faut être bien avec, parce que si tu n'es pas bien, ils te font chier et puis ils commencent à t'embrouiller. Et puis après, tu as le directeur technique et puis après, tu as les autres athlètes. Tu vois. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est que j'arrive à faire rire encore des athlètes. Parce que quand ils me voient gagner contre un mec, ils sont morts de rire. Les Chinois à 13-13, les Chinois qui étaient là à 13-13 il a quoi, une trentaine d'années. J'étais à 13-13, les Chinois étaient morts de rire. Devant moi, ils étaient morts de rire, ils rigolaient. Toi, c'est ça l'esprit de la compétition. C'est d'être bon, d'être filou, tout en respectant bien sûr tout le reste, mais d'être fort au bon moment et pouvoir dire waouh, il est encore là lui, mais putain, mais il va arrêter quand? Et ça, c'est ce qui me kiffe, qui me fait kiffer. Le jour où j'aurai plus cette sensation où tout le monde m'ignorera, bon Robert, ça va, c'est bon, on le bat, c'est facile, toi. Je dis bon, faut que j'arrête parce que ça devient ridicule. Mais là, c'est pas le cas pour l'instant. Et en plus, mon épaule m'a coûté 10 bras, donc en fait, je vais l'amortir. Autant l'amortir jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Los Angeles. Los Angeles, c'est ça. Ok, et ben écoute. Ah non, j'ai une autre anecdote. Allez, vas-y. Pour finir le match. Voilà, pour finir le match, je vous ai raconté une histoire de 2000. Il y a des vidéos qui traînent sur mon Facebook. 2000, on est en demi-finale contre la Pologne. Ouais. C'était à Sydney. Vous allez voir, les fauteuils, c'était des fauteuils qui bougeaient de tous les côtés et tout. Et c'est moi qui finis les matchs. D'accord. 9e relais, 4 minutes à l'époque. Et je rencontre Stanczuk, qui est un Polonais, on est potes. Et il mène 40-35. J'ai 10 touches à mettre, lui que 5 touches. Sachant qu'à l'épée, vous pouvez mettre des doubles. Oui. Une lampe qui s'allume de chaque côté, c'est un point chacun. Donc, ok, tout le monde, et les Polonais, il y avait une aréna de 3000 personnes à peu près, les Polonais qui gueulaient comme des malades, on a gagné, machin, mais. Puis j'arrive, pam, 43-38. Alors là, les mecs, ouais. Moi, ok. Et lui, il me fait ça. Plus de 2 touches. Ouais. Et là, je sais pas, je me change, poum, 43-43. Et là, plus un bruit. Je mène 44-43. Ouais. Il met 44-44, je mets 47e touche. Et là, il pleure. Et j'ai dans la ciné, c'est ces gros journaux. Ouais. Donc j'ai gardé la page de garde, toi, où il est là, il pleure dans ses mains. Moi, j'ai mes lunettes qui tombent, les mecs qui m'embrassent de partout. Enfin, t'es un fou. Ouais. Puis les Polonais, félicitations. Machin. Puis ils disent un mot, j'ai trouvé une phrase. Je dis putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas, il se fout de ma gueule. Et les filles, non. Toi, t'es pas de cette planète. Toi, t'es un envahisseur. Déjà en 2000, t'es un envahisseur. On te mène 40-35, le mec il a que 5 touches, il fait 5 doubles, c'est fini, le match est plié. Il mène 43-38, le truc de folie. Ouais. C'est 5 touches quand même. Ouais, donc ça pour monter 5 touches, et lui il reste plus que 2 touches, et tu gagnes 45-44. Laisse tomber, c'est pas de cette planète. La finale contre l'Allemagne, Lipinski qui était un Allemand super fin, il tirait comme moi, et on aimait bien les pointes et tout ça. Il me mène 40-38. Ouais. J'ai dit les mecs, j'ai eu une chance une fois, mais la deuxième fois, ça va être compliqué. Et en fait, je gagne 45-41. J'étais remonté complètement. Et on gagne une médaille d'or. Tu vois, c'est ça en fait. Les jeux, c'est magique. Tu sais, regarde Romain Cannon. Oui. Tokyo, personne l'attendait. Il était même pas là. Il était même remplaçant. Si Daniel Gérard, si Dany, il venait pas, il n'est pas venu, il était remplaçant. L'autre, il fait une médaille d'or. Pourquoi? Parce qu'il a aucun stress. Il est arrivé, moi je suis le outsider.
Et puis, clairement, même moi, bon, l'épée, c'est pas ma tasse de thé, hein, clairement, mais j'ai kiffé regarder, en fait. Ouais, on arrête parce que l'épée, mais non, mais enfin, même moi qui, du coup, en tant qu'escrimeur, n'aime pas l'épée, j'ai vraiment pris du plaisir, en fait, à le voir tirer et à le voir gagner sa médaille, parce que moi, ce dont je me souviens, alors, je sais plus si c'est sur le match de finale ou si c'est sur un précédent, mais je vois le chrono, il reste 6 secondes, et je me dis, bon, c'est des épéistes, à 6 secondes, ils vont peut-être pas tenter un truc, quoi. Et lui, bam, il y va, et il fout une touche, et il reste 2 secondes, et en fait, enfin, ça, j'ai pris plaisir à regarder, parce que ça sent que c'est un mec qui a envie de jouer. Ouais, il avait joué, mais il était jeune. En fait, il était insouciant. Maintenant, si tu veux, il fait peut-être qu'il va pas faire la même 4 ans après. Il fait un peu plus gaffe. Mais c'est pareil. Comme moi, quand je regardais pas quand je gagnais. Tu sais, tout le monde était énervé. Quand tu ne nous regardes pas, tu ne nous respectes pas. Mais si, laisse tomber. C'est mon truc à moi. Mais tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et les jeux, c'est magique. Les jeux, c'est tous les 4 ans. Tu peux les louper, comme tu peux être transcendé, tu peux être le meilleur au monde. Les championnats du monde, c'est pareil. Il n'y a pas de logique. Ouais. Que ce soit un championnat du monde, un championnat d'Europe ou un jeu paralympique ou olympique, il n'y a pas de logique. Tu vas arriver parce que tu vas être en plus fort, en meilleure forme que d'autres, tu vas être bien entraîné, tu vas pas y avoir de soucis entre ta fédé, tes machins, tout le monde te laisse tranquille, tu es dans ta bulle, et là tu vas être transcendé. Il va être transcendant, et puis à un moment, parce que tu n'as pas ton arme, c'est pas à coup des pareils. Toi, tout est psychologique dans la vie, enfin dans un athlète. Ah merde, moi elle a cassé ma lame. Bon, j'en ai 2 autres, donc c'est pas grave, je vais pas m'arrêter à ça. Mais il y en a dit, ah putain, ça y est, je suis mort. Là, c'est celle qui me faisait gagner, c'est que j'ai gagné là, tel match, avec lui. Là, c'est plus la même, je vais pas avoir le. Et ça, c'est un truc, il faut apprendre à enlever tout ça. Dire que moi, mes 3 armes sont pas là. Alors, ils sont identiques parce qu'avant, c'était le bordel. Hein. Il y avait une poignée qui était différente de l'autre, une lame différente de l'autre, une coquille, une qui m'y mettait bien là. Toi, il dit, rien n'est pareil dans tes épées. Donc là, je me suis un peu assagi. J'ai mis tout pareil, le coudage et tout. Donc, ça change pas grand-chose pour moi. Mais je vais te raconter une autre super anecdote. Parce que là, j'en ai une super bonne. Hein. Vas-y. En 2000, je dis, je vais changer toutes mes épées. Un mois avant de partir au jeu. J'appelle les Italiens, je dis écoute, je voudrais 4 épées. Tu me les montes, Carmi Marie à l'époque. Okay. Ils me montent les épées, donc j'arrive et tout. Je tire avec. Il y a Eric Sriki qui vient voir après les jeux. Hein, mais t'as remarqué que ton épée, elle est coudée à droite au lieu d'à gauche? Ah bon? Ah mais j'ai gagné les jeux avec une épée comme ça au lieu qu'elle soit comme ça. Et là, le mec dit putain, mais. C'est impressionnant, quoi. C'est n'importe quoi. Mais oui, belle faculté d'adaptation, encore une fois. Enfin, surtout parce que là, comme ça, non, je ne t'ai même pas rendu compte qu'elles étaient coudées à l'envers. Il dit, mais c'est impressionnant, quoi. Il me dit, ça fait peur, quand même. Je dis, bah ouais, mais bon, c'est moi, quoi. Enfin, voilà, c'est le don. J'ai eu un don et le don est resté. Qu'elle soit coudée à droite, à gauche, en bas, en haut, bah peu importe. Peu importe l'arme, peu importe la catégorie. Le show, c'est de toucher, en fait. D'avoir envie de toucher. Si tu as envie de toucher, même si elle est mal coudée, bah, tu changes ta main de position et voilà, tu travailles là-dessus. Non, mais ça, c'est marrant. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais on va arrêter là. Alors, on peut s'en garder. Alors, moi, je propose ça aux invités de l'émission. Je propose un match retour à l'occasion. Peut-être après les jeux, justement. D'accord. Ce qu'on peut te souhaiter pour les jeux, on peut te souhaiter de te qualifier et de briller. Et de briller. Et j'allais dire de récupérer encore une médaille, voire 2, voire un trio de médailles or, bronze, argent. Mais si ça te dit, on peut faire un match retour. Alors peut-être cette fois directement en Hauts-de-France. Avec plaisir. Si à un moment tu te déplaces, je sais pas, sur un stage ou quelque chose, on peut tout à fait se revoir et reprendre le fil. Parce qu'effectivement, il y a peut-être d'autres sujets que j'aurais bien aimé aborder avec toi. Je n'ai jamais le temps d'aborder tous les sujets que je veux avec mes invités. Mais on va terminer le match ici. Il nous reste 2-3 séquences et puis on va finir l'émission. D'accord. Du coup, on remballe, match fini. Peux-tu me dire ce qu'on trouve dans la housse de Robert Citerne? Sérieusement, on trouve, comme tout athlète, hein, alors nous, la différence avec les valides, c'est qu'on fait 2 armes. Oui. Donc effectivement, on a 2 masques. Moi, j'ai un masque de sabre, un masque d'épée. J'ai 4 épées, 2 sabres. J'ai une tenue, comme tout le monde, des chaussures, des lunettes, des fils de corps, choses comme ça. Une gourde, des produits énergisants pour être plus énergique que maintenant, parce que là, je suis un peu endormi.
Qu'est-ce qu'on trouve encore? Des pansements, un peu de tout, enfin un peu la housse classique d'un sportif de niveau. Ouais. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des cadenas, des clés. Parce qu'en fait, nous, on a la difficulté comparé au valide, c'est qu'on est obligé d'avoir une trousse à outils. Oui. La trousse à outils, donc déjà pour réparer les armes, alors Ouais. je m'en sers, mais pas. Hein, j'ai fait faire parce que j'ai toujours tout ce qu'il faut, mais j'ai jamais. C'est tout neuf. C'est pas toi qui fais. Non, avec ma main, je suis handicapé. Ouais. Et alors, et ensuite, on trouve aussi des outils pour le fauteuil. Ouais, parce qu'il y a du rechange de. Alors, le problème, c'est que quand tu arrives à une compète, tu n'as rien. Tu n'as pas d'équipementier fauteuil. Ça n'existe pas. Ça existait dans le temps, mais ça n'existe plus. Ça coûte trop cher de donner quelqu'un. Donc on a différentes clés, différentes vis, si on pomme des vis. Il y en a qui ont des... donc on a, sur notre fauteuil, on a un plexi, parce que maintenant, quand tu tires, la base de l'escrime en e-sport, c'est quand tu tires, tu peux lever une fesse. Oui. Quand tu recules, tu peux lever une fesse. Oui. Mais si tu lèves deux fesses, c'est carton jaune. D'accord. Donc en fait, l'arbitre, avec le plexi, il voit mieux qu'avant. Parce que nous, en plus, à l'épée, on a une jupe. Oui, donc là, depuis, on met la jupe, on monte le plexi, comme ça la personne voit si on se lève ou pas. D'accord. Donc ça, c'est les nouvelles règles qui sont arrivées. Il y a une nouvelle règle aussi qui va arriver, après 2024, tu n'as pas le droit de glisser. En fait, tu n'as pas le droit de faire ça sur ton fauteuil. Tu n'as pas le droit de glisser hors de ton fauteuil. Ah oui, ok, d'accord. Il faut que tu restes tenu comme ça. Ouais. Si tu glisses, c'est carton jaune. D'accord. Donc il y a des règles qui ont changé, qui ont amélioré, si tu veux, le système de l'escrime en fauteuil. Moi, j'ai connu le fauteuil. Vous savez, le fauteuil, il y avait juste un truc en métal pour la jupe. Maintenant, c'est une jupe quand même qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus légère. Tu avais les fauteuils qui étaient très bas, qui étaient à 40 cm. Non, ils sont tous à 53 obligatoires parce que tu as un petit malin, Yvon Paco, paye son âme, il avait inventé un fauteuil qui faisait 1 mètre, je crois. Donc en fait, il prenait donc en fait, il était là, puis donc si tu veux, là, ils ont changé les règles encore. Oui. C'est toujours les règles un peu bizarres. Moi, j'ai fait une règle, j'ai inventé une règle qui a été adoptée par l'équipementier, enfin par l'Ivoise. Ouais. En fait, c'est un câble d'épée, et en fait, tu as une masse qui est mise à la masse avec un crocodile. Ouais. Parce que en fait, les câbles de masse pour les jupes, c'est l'organisation qui les donne. D'accord. Mais des fois, ça s'enlève ou ça marche pas, c'est malin. Donc moi, j'avais depuis 5-6 ans, ça a toujours été accepté. Et puis un jour, l'anglais qui s'occupe du matériel, je lui ai expliqué, il faudrait maintenant que tous les athlètes, comme on a notre jupe, que tous les athlètes aient la même prise, comme ça, l'organisation ne s'occupe plus de rien, c'est comme le fleuret. Ouais. Tu as ton fleuret, tu as ton masque, c'est pas l'organisation qui veut, c'est toi qui dois t'en occuper. Et donc, il a été adapté ça fait 3 ans, 4 ans. Et à chaque fois que je vais en compète, ah non, c'est pas valable. Alors j'ai dit, si, je l'appelle, mais si, c'est marqué dans le règlement, là, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui a fait 50 cm, 0,5 pour le fil, avec la croco, et 1,50 m pour le fil. Donc arrêtez. Et d'ailleurs, je me suis fait retoquer parce qu'en fait, il ne faisait pas réellement mon fil, il faisait 0,49. Donc ils m'ont refusé 3. Et t'es qui, toi? Non, donc voilà. Voilà, donc on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout dans ta housse. Ça marche. Après, on trouve les goodies que donne la compétition, les gourdes, les porte-clés, les choses comme ça. Des médailles, parfois. Des médailles. Non, les médailles, je les ai dans mon sac de voyage quand même. Ah oui. Parce que la housse, souvent, elle est perdue. Donc, c'est vrai, ouais, il y a cette problématique. C'est ça. Et les fauteuils, c'est plus chiant encore. Ça t'est arrivé de perdre ton fauteuil? De ne pas avoir mon fauteuil, oui. Ouais, oui, mais on le récupère le lendemain. Ah oui. Le problème, c'est que quand ça dure 2-3 jours, tu stresses, quoi. Enfin, moi, je ne stresse jamais. Hein. Je m'en fous. Je vais visiter, c'est bon. Hein. Mais ils me le redonnent tout de suite. Ils ont le casse-couille, on va lui redonner. Ok. Du coup, fin de l'entraînement. Après l'effort, le réconfort. L'heure du Welsh. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Welsh? Non. Alors, un Welsh, c'est un plat du Nord, c'est à base de bière, de pain, de jambon et de fromage gratiné. Ouais, truc très diététique. Truc très diététique. J'ai connu des maîtres d'armes qui allaient donner la leçon après un Welsh. Voilà, dans le masque, ça fait spaghetti. Ah ça fait suer. Voilà, ils se reconnaîtront. Dis donc Jean-Loup Boulanger, non? Je dis pas de nom, mais... Au hasard. Mais je lui reposerai la question, mais je ne dirai rien. Je dirais pas que c'est Jean Boulanger. Je ne dirais pas que c'est Jean-Loup Boulanger, parmi d'autres. Du coup, ce Welsh, tu le préfères minute ou bien maroilles? Tu sais ce que c'est le maroilles? Oui.
Ouais, voilà. C'est le truc qui colle dedans. C'est exactement. Minute. Minute. Très bien. Un Welsh minute. Hop là. J'ai mes questions. Hop. Alors, le principe du Welsh Minute, je vais te poser 10 questions. Tu vas me répondre à chaque fois à chaque question, mais tu dois attendre que j'ai fini de poser la question. Pour certaines questions, je vais te donner des propositions de réponse. Ok ? Voilà, c'est chronométré, je me doute que ça risque de durer un petit peu longtemps, et puis en fonction de tes réponses, on verra ce que tu gagnes à la fin. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Jaune, rouge ou noir, quel est le pire carton que tu te sois pris ? Jaune. Jaune. Peux-tu nous dire pourquoi ? Tu peux me dire oui, non ou pourquoi. Pourquoi ? Parce que je me suis levé. D'accord. J'ai levé les fesses et j'ai pris un carton jaune. Ok, d'accord, très bien. Et tu t'es pas levé une deuxième fois pour prendre un rouge ? Non, j'évite. J'évite ces conneries. Voilà. Alors Robert, tu me sembles bien portant. Pourquoi dit-on de toi que tu es si terne ? Parce que je suis pas terne. Oh, elle est belle aussi. Elle est belle aussi. À ton avis, est-ce que j'ai une question avec un calembour sur le nom ou le prénom de chaque invité de l'émission ? Tu peux me répondre. Ouais. Je vais te donner des propositions. Laisse tomber. Oui. Alors j'avais une question bonus, c'est est-ce que tu penses que ces calembours sont réussis ou pas ? Oui, je pense. Oui. Oh, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Cette question bonus vaut des points. Que veut dire fencing en anglais ? Escrime, clôture ou les deux ? Escrime. Ah, c'était les deux. Alors moi, fencing, quand tu tapes fencing en anglais, c'est escrime. Ah ouais, mais tu tombes sur des clôtures. Moi, quand je fais des recherches d'images, puisque je travaille à la communication, ça ne se voit pas, je fais des recherches d'images fencing, je tombe régulièrement sur des clôtures. Voilà. Alors moi, je suis jamais tombé là-dessus. Hein. Ah ouais ? Non. Ah bah écoute. En fait, pas les mêmes recherches, sur quel site On comparera. On en parle ton site. C'est ça. Du coup, pour optimiser le référencement sur les moteurs de recherche, penses-tu qu'on devrait inventer l'escrime clôture ? Tu peux me répondre oui, non ou génial, une nouvelle fédé. Oh, génial, une nouvelle fédé. Je vais avoir des problèmes. L'escrime fauteuil au lieu de l'escrime canapé, est-ce que c'était une question de budget ? Tu peux me répondre oui, non ou plutôt une question de place. Non, de budget. Parce que le canapé est beaucoup plus cher que le fauteuil. Ouais. Non, c'est pas vrai en fait, je déconne. Le fauteuil est beaucoup plus cher que le canapé. Ah oui. Mon fauteuil coûte 8 000 €. C'est effectivement plus cher que mon canapé, largement. C'est pas la place, c'est le prix en fait. Ouais. Le canapé, non, c'est pas très cher. Mais en canapé allongé, ça n'aurait pas été mal. Hein. Ça aurait été sympa. Moi, je kiffe. Il y a un concept. Novateur, ça marchait porteur. Il faut, tu vois, je te donne des idées en plus de ça. Donc faites gaffe, bientôt il y aura l'escrime canapé. L'escrime canapé. Il y aura 2 canapés face à face. Alors Robert, bon, là maintenant on se connaît un petit peu, mais est-ce que tu penses que j'étais né lorsque tu as disputé tes premiers Jeux paralympiques en 1988 ? Oui. Oui, tu as raison, j'avais 5 mois. Est-ce que tu penses qu'il est temps de clôturer cette émission ? Oui, non, ou bouge pas, je vais chercher des outils. Bouge pas, je vais aller pisser. Oh, joli. Dernière question, alors, je compte sur toi. Peux-tu compléter cette blague ? Je précise que c'est une blague qui n'existe pas, donc ça va te demander de l'imagination. C'est un épéiste, un fleurettiste et un sabreur qui rentrent dans un bar. Ouais, alors le fleurettiste va aux toilettes. Oui. Le sabreur sabre le champagne. Oh oui. Et l'épéiste picole. Très bien, parfait. Et bien, c'est quoi, c'est la plus belle réponse que j'ai eue pour le moment sur cette vanne. Allez, petite question bonus quand même, parce que tu es parti sur ta lancée. Est-ce que tu penses que la blague précédente aurait été plus facile à compléter s'il rentrait dans un café ou une salle d'armes ? Une salle d'armes, aucun intérêt. Un café, ça aurait été marrant. Ouais, voilà. Ouais, parce que tu peux facilement dire éplouf. Éplouf. Eh oui, évidemment. Eh bien, Robert, hop, tu remportes avec brio, je tiens à le dire, ce Welsh Minute, et tu vas recevoir une magnifique gourde Escrime de France, édition limitée 2023. Ouais, elle est belle celle-là. Oula. Ah. Très belle gourde, très beau dessin. Je dirais bien que ça te fait plaisir. Et bah, du coup, en fait, alors voilà. Carton jaune abattu. Et bah voilà, on y est. En fait, c'est autour d'un jeu qu'on a développé qui s'appelle l'Escrime, que je remontre ici, et les auditeurs et spectateurs vont finir par avoir marre. Mais du coup, l'illustration est tirée de l'Escrime. En fait, l'Escrime, c'est un jeu qu'on a fait pour faciliter l'apprentissage de l'arbitrage. Alors, non seulement pour les licenciés. On va le donner à des arbitres internationaux étrangers, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Si tu veux, alors, on est en train de travailler sur une version anglaise. Ah ouais.
Voilà. Bravo. En fait, il est important de donner ça aux arbitres quand même. Parce Ah que bah c'est- voilà. Mais tu sais qu'en fait, moi j'ai eu, donc on l'a distribué à tous les clubs des Hauts-de-France. On en a vendu aussi en fait à plusieurs ligues, donc régionales. Et j'ai eu des retours de pas mal de maîtres d'armes. C'est que justement, bah, grâce à ça, en fait, ils avaient pu amener des gamins en formation d'arbitrage Ouais, parce très qu'ils bien. avaient réussi à les accrocher sur ce truc-là. Donc on est en train de travailler sur la suite du jeu. Donc cette fois-ci, ça va être un escrime mémo action. Donc on va faire le lexique. D'accord. Voilà. Et donc celui-là, bah, voilà, c'est les gestes d'arbitrage, c'est les cartons. D'accord. Et donc du coup, c'est Bah, trois merci, agendas. merci pour ce cadeau. Parce que Alors c'est celui-là, je le garde. très, très gentil pour ce cadeau. Merci. Vous êtes témoin, il me l'a donné. Il me Ouais, l'a donné. t'es Vous êtes témoin. Alors celui-ci. Non mais si tu veux, on en Ouais. reparle après. Ouais. Mais tu vas pouvoir faire gagner un exemplaire de ce jeu. Ah, Voilà, à l'un de nos spectateurs. j'espère que vous spectatrices, êtes auditeurs, attentif auditrices. et puissant. Voilà, puisqu'on va passer sur la section film culte, tu vas me donner, tu vas nous donner du coup une réplique de l'un de tes films cultes, de ton film préféré, où j'ai élargi le champ des possibles à film culte. Tu ne me donnes pas le titre du film, sauf en off, pour vérifier que j'ai bien le même film que toi cette fois. Ouais. Et donc du coup, vous pourrez répondre en commentaire. Et Je peux des indices. Tu peux donner l'acteur. Non, pas. Je me chargerai. C'est moche, c'est moche. Ouais. Et pas facile, hein. Je me chargerai de donner des indices si les gens ne trouvent pas, mais par écrit, tu vois. Quand tu veux. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Avec l'intonation, avec la voix, moi je m'y croirais presque. Et ben voilà qui clôture cette émission. Donc Alors, je c'était vais donner sur un la indice. piste. Je vais donner un indice. Non, j'ai pas le droit. Ouais, mais tu contournes un petit peu le règle. tu filoutes un peu. Du coup, c'était sur la piste avec Robert Citerbe. J'étais très heureux de faire cette émission avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais. Oh, avec Oh, l'accent. t'as de beaux yeux, tu sais. avec l'accent et tout. Ah bah oui. Ça va aider.